Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La grande dame de la Champagne fut aussi la grande dame du Champagne. Elle a été la première femme à diriger une maison de Champagne. Et avec quelle autorité, avec quelle poigne, avec quelle intelligence aussi. Elle était née sous le règne de Louis XV. Elle était née à Reims, ce qui la prédisposait presque d'une certaine manière. Elle était née en 1777. Donc je dis Louis XV, c'était déjà le règne de Louis XVI entre nous. Son père est un négociant en textile. Vous savez, il fait partie de cette bonne bourgeoisie rémoise. On pense à d'autres, on pense à Colbert, bien entendu. Nicolas Ponsardin est un des grands négociants de cette ville, et en 1775, il a repris la manufacture que son père avait fondée en 1728. Autant vous dire que c'est un homme de forte réputation, non seulement dans sa ville et dans sa région, mais on peut dire dans le royaume entier. Un royaume qui va évidemment subir bientôt la Révolution, et c'est là qu'on se rend compte qu'on réalise à quel point Nicolas Ponsardin est un homme très habile. Tristan Gaston Breton nous dit « Prudent, Nicolas parvient à traverser sans encombre la Révolution française, adhérant même un temps à l'antenne rémoise du club des Jacobins, dont le grand homme à Paris est Robespierre. Maire de Reims et baron sous l'Empire, ça ne s'invente pas. On le retrouve royaliste lors de la première Restauration, bonapartiste lors des 100 jours, et à nouveau royaliste après 1815, ce qui lui vaut de conserver la mairie de Reims. Et oui, nous allons voir tout à l'heure qu'il est devenu maire de Reims. C'était ce que l'on a appelé à l'époque une girouette, vous savez, mais seulement il fallait bien survivre à toutes les transformations du temps et à ces bouleversements politiques incessants. Lorsqu'il meurt en 1820, poursuit Gaston Breton, ce négociant prospère et respecté, qui vit comme un aristocrate dans son hôtel particulier et dont le parcours est typique de celui des élites économiques de son temps, laisse une confortable fortune dont sa fille héritera en partie. Alors, que savons-nous justement de la jeunesse de cette fille de Barbe Nicole? Oh, soyons honnêtes, on n'en sait pas grand-chose. Sans doute une jeunesse sans histoire, une jeunesse heureuse, auprès et dans l'ombre de ce père qu'elle admire et dont elle fera toujours une sorte de conseiller. En 1798, elle a 21 ans, puisqu'elle est née en 77, et c'est là qu'elle va être mariée à François Clicquot. François, lui, à 24 ans, il a donc 3 ans de plus qu'elle. Il est le fils de Philippe Clicquot, qui est lui aussi un négociant textile, ce qui explique sans doute le rapprochement des deux familles, mais qui est aussi un banquier et qui accessoirement a fondé en 1772 une maison de Champagne à son nom. Une maison de Champagne qui tout de suite est tournée vers les exportations, si j'ose ce léger anachronisme. Le premier envoi de Clicquot vers l'étranger, c'est 1772, vers l'Italie en l'occurrence. Je ne reviens pas sur toute l'histoire du Champagne. Vous savez que c'est Dom Pérignon, bien entendu, ce maître de chai de l'abbaye de Saint-Pierre d'Auvillers, qui, au XVIIe siècle, a découvert le secret de ce vin pétillant, dont il arrive à maintenir la fermentation juste au niveau souhaité. L'utilisation de la bouteille en verre, l'utilisation du bouchon en liège, etc. Rappelez-vous que Dom Pérignon est l'exact contemporain de Louis XIV, puisqu'il était né en 1638 et qu'il meurt en 1715. Eh bien donc, en 1772, lorsque Philippe Clicquot décide d'officialiser son commerce de vin pétillant, ça fait 100 ans qu'on fait du vin pétillant en Champagne. On utilise à ce moment-là un verre nettement plus épais pour les bouteilles, on a généralisé l'utilisation du bouchon de liège, et Philippe Clicquot exporte beaucoup, jusqu'à 6000 bouteilles de champagne par an. On peut dire que avec Claude Moët, avec Louis Hetzig, il fait partie de ceux qui vont rendre le champagne célèbre un peu partout en Europe, en attendant Moum, Jouette, Bollinger et d'autres bien sûr. Alors, lorsque, en 1796, son fils François le rejoint, après avoir passé plusieurs années dans une banque suisse, d'ailleurs, ce qui fait de lui un bon financier, on est en train, chez les Clicquot, de se spécialiser dans le champagne. On exporte 8000 bouteilles par an, quand même. Et ce François, qui donc est négociant, mais aussi financier, va donner à la maison toute son amplitude, si je puis dire. C'est lui, François, c'est le mari de notre Barbe Nicole, qui ouvre
ouvre de nouveaux marchés, notamment en Suisse, en Italie, en Autriche, en Bavière, en Pologne, en Suède, et j'en passe, et puis surtout en Russie. La Russie qui bientôt va devenir une priorité de cette maison qui est en pleine expansion. Dites-vous que chez les Clicquot, la production passe de 8000 bouteilles en 1796 à 18 000 en 1801, à 60 000 en 1804. C'est une expansion extraordinaire. Il faut vous dire que dès 1780, Philippe avait expédié quelques 190 bouteilles à un négociant français qui s'était installé à Moscou. C'est le début de l'exportation vers la Russie. Ce sera pas la fin, puisque les expéditions à Arkhangelsk, à Saint-Pétersbourg, à Moscou ne vont cesser de croître également à mesure que la production de la maison Clicquot se développe. François, le fils de Philippe, va faire aménager un certain nombre de celliers à Reims. Il utilise des représentants qu'il envoie dans les cours d'Europe. C'est très important parce que cette maison Clicquot va être présente sur les tables des rois, des princes et des empereurs. Que fait Barbe, Nicole? Que fait notre héroïne, si je puis dire, pendant ce temps-là? Elle élève sa petite fille, Clémentine, elle est là dans l'ombre de son mari, si je puis dire. Elle suit autant la carrière de son mari qu'elle suit celle de son père, bien entendu. Pour l'instant, si je puis dire, ce n'est simplement qu'une femme au foyer. Seulement voilà que, en octobre 1805, alors qu'il est de retour d'un des innombrables voyages qui lui permettent de développer l'exportation de sa maison, François Clicquot, qui était très fatigué, est victime d'une mauvaise fièvre et il va mourir de cette fièvre à 31 ans. Et voilà donc comment Barbe Nicole, 31 moins 3, ça veut dire qu'elle a 28 ans. Voilà comment, à 28 ans, elle est confrontée, évidemment, au plus important et au plus terrible dilemme de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous imaginez bien que c'est un choix terrible auquel est maintenant confrontée cette jeune veuve de 28 ans, notre Barbe Nicole, qui a élevé sa fille Clémentine. Jusqu'alors, elle est restée, si je puis dire, au deuxième plan. Et voilà que soudain, son mari étant mort, il faut qu'elle prenne une grande décision. Elle a en face d'elle, si je puis dire, son père et son beau-père. Son père qui est là, toujours ferme, et qui la soutient, quoi qu'il arrive. Et puis ce beau-père complètement effondré, Nicolas Clicquot, qui voyait sa maison acquérir une importance, un rayonnement extraordinaire. On était en pleine progression et puis voilà que le sort s'acharne. Le sort a décidé de faucher François Clicquot et on pense que la maison va s'arrêter, tout simplement. Il y a un homme qui là va jouer un rôle essentiel. Le troisième homme de la vie de notre Barbe Nicole, si je puis dire. C'est un Allemand, il s'appelle Louis Beaune, il s'occupait déjà du développement de l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Il a été recruté en 1801 par François. C'est un homme très efficace et qui notamment joue un rôle essentiel dans les exportations en Russie. Or, ce Louis Beaune était en train de réussir un tour de force en Russie. Il était en train d'habituer la haute société russe au champagne. C'était extraordinaire ce qui se passait. Il se dit que tout ça va s'arrêter simplement parce que François Clicquot est mort. Non, ça n'est pas possible. Et c'est lui qui va réussir à convaincre, lui notamment, et puis le père également de Barbe Nicole. Ce sont eux qui vont convaincre cette jeune veuve de devenir, si j'ose dire, la veuve Clicquot, c'est-à-dire de s'occuper désormais de cette grande maison. Elle prend les commandes de la maison en ce début de siècle, quand tout reste à faire, nous dit Fabienne Moreau. Tout reste à faire, mais beaucoup a déjà été fait quand même. Au début de l'année 1806, la veuve Clicquot va s'associer à son beau-père pour développer cette maison qui maintenant a 35 ans. Elle va également chercher des associés. Et c'est là que son père va jouer un rôle, puisque son père va la présenter à Alexandre Fourneau, qui est un riche négociant de Reims, et qui va apporter quelques 80 000 francs dans une affaire où Nicole elle-même a apporté 80 000 francs. Et voilà créer la société Veuve Clicquot, Fourneau et compagnie.
dans un contexte qui certes n'est pas très facile puisqu'on est en pleine guerre. L'Europe est en guerre, c'est Napoléon qui mène la guerre en Europe. Il y a un blocus continental qui a été décrété par l'Angleterre en 1806 qui ne va pas faciliter les choses. Et puis, disons-le, dans cette troisième coalition orientée contre la France, la Russie a rejoint la Grande-Bretagne, ce qui fait que les exportations chutent, bien entendu. Et en l'espace de quelques mois, on va voir le nombre de bouteilles expédiées par la maison Clicquot passer de quelques 60 000 à quelques 10 000 seulement. Vous imaginez, c'est une chute. Au moment même où la veuve Clicquot a pris en main les rênes de la maison, eh bien, c'est la pire situation qu'on puisse imaginer, à laquelle elle doit faire face. Et elle fait face. Cette femme a une espèce de force intérieure extraordinaire qui lui permet de surmonter l'adversité. Elle profite, si je puis dire, de la situation difficile pour passer du temps dans les chais, dans les cuviers. Elle améliore la qualité de son champagne. Elle va créer d'ailleurs une cuvée rosée. Elle lance le premier millésime de la profession en 1810 et puis elle organise des exportations, mais cette fois dans les confins de l'Empire napoléonien. Après tout, puisque Napoléon fait la guerre à toute l'Europe, ça permet de conquérir de nouveaux territoires et bien sûr que la nouvelle maison Clicquot-Fourneau est présente sur les nouveaux territoires, bien entendu. Et son beau-père est là toujours, qui reste dans le capital de l'entreprise. Et puis il y a Louis Beaune qui continue à jouer un rôle et à l'aider. 1811, excellent cru, ce qui va quand même permettre à la jeune société de repartir, si je puis dire, sur de nouvelles bases. Et vous pouvez faire confiance à Barbe Nicole pour être là toujours à s'occuper des mélanges, à développer les techniques. C'est elle qui inventera la fameuse table, enfin, qui participera à l'invention de la fameuse table de remuage tellement importante dans la fabrication du champagne. Là, on sera en 1817. Donc, la maison, bon an, mal an, se maintient, si je puis dire, les ventes se développent et de nouveau, en 1815, on atteindra les 80 000 bouteilles. La grande affaire, ce sera l'affaire de la Russie. En 1812, lors de la campagne de Russie, Louis Beaune a dû quitter Saint-Pétersbourg. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il a dû laisser ses affaires personnelles, il a dû laisser le stock de bouteilles également. Mais la campagne de Russie est suivie d'assez peu par la chute de Napoléon. Et là, ça va tout changer. Bien entendu, on va pouvoir, à partir de 1814, envisager les choses d'une autre manière. Louis Boissonnet, qui est devenu l'agent de la maison à Saint-Pétersbourg, est informé par la patronne, si j'ose ainsi m'exprimer, est informé par Nicole Barbe Ponsardin, veuve Clicquot, des heureux changements qui viennent de s'opérer. Elle lui écrit ça dans une lettre. Et elle dit que la fin du blocus de la plupart des ports, donnant l'espoir d'un prompt rétablissement de la navigation et d'une paix générale, l'amène à profiter d'un des premiers bâtiments qui partiront de France pour faire un envoi de 6 à 8 000 bouteilles de vin champagne blanc mousseux à destination d'un des ports de la Baltique, dit-elle. Et oui, le 6 juin 1814, alors que Napoléon maintenant est tombé et que c'est Louis XVIII qui vient de prendre ses quartiers aux Tuileries, on affrète un bateau hollandais en partance pour Saint-Pétersbourg. Sauf que lors d'une escale à Königsberg, les 10 000 bouteilles embarquées vont être vendues d'un coup. Eh bien tant pis, on va réaffréter d'urgence depuis Rouen un second bateau qui emportera à son tour 13 000 bouteilles à destination de Saint-Pétersbourg. Mais ça y est, tout va bien de nouveau. 70% de la production de la maison Veuve Clicquot, qui d'ailleurs maintenant appartient entièrement à la Veuve Clicquot. Elle s'est débarrassée, si je puis dire, de son ancien associé, ou plutôt c'est lui qui l'a quitté dans les années difficiles. 70% certaines années prennent la direction de la Russie. On se met à boire du champagne en quantité à Saint-Pétersbourg, le Clicquot-souhait, comme disent les Russes pour parler de cette Veuve Clicquot, qui exporte, qui protège également, pour se démarquer des maisons rivales, pour éviter les contrefaçons, tout simplement. Barbe Nicole crée un certain nombre de symboles. Il y avait déjà l'encre de marine sur le miroir des bouchons, elle va utiliser la comète, elle va mettre ses propres initiales, etc. Et ce sont ces marques, la présence de ces marques, qui a permis d'authentifier une cargaison de 47 bouteilles retrouvées au fond de la mer Baltique. Alors là, j'avais parlé de cette affaire à l'époque, c'est une histoire incroyable. On est en juillet 2010,
un plongeur découvre une épave dans l'archipel du golfe de Botnie, entre la Suède et la Finlande. Aucun indice ne permet de dater l'épave, sauf une cargaison de quelques 168 bouteilles intactes. Et lorsqu'on remonte une bouteille à la surface, le bouchon explose et le plongeur a juste le temps de boire une gorgée au goulot. Vous imaginez cette très très vieille cuvée. Eh bien, parmi les bouteilles, plusieurs proviennent de la maison Clicquot et les marques sur les bouchons permettent avec certitude d'indiquer que le naufrage est postérieur à 1841 parce que justement, à cette date, la propriétaire avait changé les emblèmes de la maison. Il y a eu en novembre 2010 une dégustation invraisemblable offerte à de grands connaisseurs de champagne qui ont pu déguster ce champagne du milieu du 19e siècle. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire. Pour protéger sa marque, nous dit Frédéric Briet, la patronne poursuit en justice avec acharnement tous ceux qui tentent de la contrefaire, change à chaque saison les étiquettes et publie des annonces dans la presse pour mettre en garde sa clientèle. Rien n'y fait, on trouve des copies jusqu'en Russie que sillonne inlassablement Louis Beaune, chargé d'y commercialiser les cuvées Veuve Clicquot. Dans l'une des lettres qu'il lui envoie à Reims, ce fidèle commis voyageur l'informe que des faussaires locaux usurpent son nom, et ce pour proposer, je le cite, un infâme mélange de vin de Grave, de Sauterne, d'eau de bouleau et de liqueur qui se vend comme du pain chaud, s'indigne-t-il. Qu'importe, après tout, nous dit Frédéric Briet, la contrefaçon est la rançon de la gloire, et Veuve Clicquot fait grandir la sienne en s'adaptant au goût de chaque nation. Aux Russes, la maison champenoise vend un vin très sucré et mousseux qui arrose joyeusement les convives. Aux Anglais, il faut proposer un vin pas trop doux. Un autre talent de la patronne est de savoir choisir avec discernement ses collaborateurs. Après le décès accidentel de son vendeur international de choc Louis Beaune, nous dit-il, elle recrute Édouard Verlet, cet autre Allemand qui lui est tout aussi dévoué, la sauve d'une diversification mal maîtrisée dans la banque d'affaires. Grâce à son soutien, la veuve Clicquot parvient à rembourser tous ses créanciers et propose à Verlet de devenir à 30 ans son associé. Elle en a 54. À l'époque, elle est toujours aussi pétillante, si vous me passez l'expression, toujours aussi méticuleuse, aussi impliquée dans la fabrication, prudente. Elle conserve la haute main sur les comptes. Elle surveille personnellement tout cela. Elle a ses petits carnets en cuir, ces petits carnets dans lesquels elle note tous les éléments qui lui permettent de contrôler, de surveiller, d'être là, d'être présente. Elle va maintenir une présence, même si elle se met, elle, au second plan petit à petit, bien entendu. Elle ne s'éteindra qu'en 1866, Madame Clicquot, au château de Boursault, exactement le 29 juillet 1866. On peut dire qu'à l'époque, elle était devenue un véritable mythe. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Isabelle Pierre, qui s'occupe des archives de la maison, m'a gentiment transmis une lettre datée de Reims le 17 novembre 1814, et où la veuve Clicquot s'adresse à sa chère, à son adorée cousine, mademoiselle Garle Tertre, qui habite à l'époque à Paris. Je te remercie 1 million de fois de toutes tes bontés pour ma Clémentine. Sa Clémentine, c'est donc sa fille, et je suis bien sensible pour tous les soins que tu lui donnes, dit-elle. Ne t'inquiète pas pour la suite, tu ne seras pas à la charge de tes neveux si mes affaires continuent comme elles vont depuis l'invasion des Alliés en France. J'aurai encore, ma fille une fois mariée, de quoi vivre, sinon riche, du moins dans l'aisance. Et alors ma maison sera toujours un port assuré, où te retirer sans dépendre de personne, et nous attendrons ensemble que plaise à la divine providence de disposer de nous. Ainsi allons au jour le jour, et ne nous désespérons pas. Te rappelles-tu l'année dernière, dans ce temps-ci, comme j'étais désolé, je ne faisais rien, je n'avais nul espoir de faire quelque chose. Eh bien, de tous ces malheurs-là sont nées les bonnes affaires que j'ai faites et que j'espère faire encore. Signé la veuve Clicquot Ponsardin en disant à sa cousine « Tout à toi et pour la vie, ton ami ».